Puis ce fut la fin. Indiens du nord-est, des grands lacs du sud, des plaines de la côte pacifique de la Californie, du sud-ouest, autant de sociétés très diverses, souvent belles et harmonieuses, détruites par l'envahisseur blanc. Un gâchis, un désastre. Bien sûr, ce n'étaient pas des anges, ils se faisaient la guerre, mais c'était leur pays. Ensuite, après les ravages de l'alcool, les déportations, les Indiens touchent le fond de l'abîme. Ils ne sont plus rien, ils sont parqués dans des réserves incultes. On signe avec eux des traités, tous violés. Ils ne sont plus que 230 000 vers 1930. Aujourd'hui, la politique indienne a changé. Les traités violés furent réactualisés. On distribua des millions de dollars aux tribus ou à ce qu'il en restait. Certaines ayant perdu leur tradition, leur âme sombrait dans l'alcool et gaspillèrent cette manne tardive. Certains disparaissaient dans les grandes villes, se mêlant aux autres minorités. Vers 1950, alors que la population indigène était remontée, on tenta la politique de la réduction de certaines réserves. On voulait que les Indiens s'intègrent à la vie américaine. Certains acceptèrent, mais gaspillèrent vite leur compensation financière et perdirent ainsi 35 millions d'hectares. Cette politique fut arrêtée. Après 1965, sous le président Johnson, la politique des réserves reprit toute sa valeur. Les Indiens réalisèrent que leurs réserves étaient en fin de compte un bien qu'ils devaient préserver à tout prix. Ce fut la politique de l'autonomie des indigènes dans leur territoire. Et le président Richard Nixon, à sa façon, sauva les Indiens en signant un décret important qui scellait définitivement la nouvelle politique indienne, du moins on l'espérait. Désormais, avec l'aide du gouvernement américain, certaines tribus vont relativement prospérer et se développer. Donc vous voyez que les gens qui parlent des Indiens parqués dans des réserves ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Mais la situation n'est de loin pas la même partout. Les réserves n'ont pas toutes les mêmes richesses. On ne doit pas se généraliser, surtout lorsque l'on voit certaines manifestations de mouvements politiques indiens, et qui, même si leur attitude est compréhensible, ne sont pas représentatives de l'ensemble des tribus américaines. En grande ligne, et je terminerai ainsi cette introduction, l'on peut résumer de la façon suivante la situation actuelle des Indiens américains. Leur nombre a fortement augmenté, 230 000 vers 1930, plus d'1 million aujourd'hui, mais un nombre important est métissé. Certains se proclament peau rouge, étant plus blancs que rouges, d'autres même ayant pas mal de sang noir. Un grand nombre de tribus ont disparu, surtout celles de l'Est. Un certain nombre d'Indiens sont dispersés au milieu des autres minorités. Un certain nombre de tribus à faible population ont de la peine à ne pas être englouties. Mais on assiste partout à un resserrement des membres de ces petites communautés, à la recherche de leur tradition, de leur âme, et reprennent espoir en voyant la locomotive, Navajo. Ces tribus sans âme, bien qu'ayant reçu de l'argent, de l'aide, détruisent ce qu'elles ont. L'alcoolisme fait encore des ravages chez certaines tribus. Ensuite, cinquièmement, les tribus méconnues qui ressurgissent telles les Misokukis, cachées dans les Everglades en Floride, que personne ne voit jamais, sauf la minorité servant de façade pour les touristes. Les survivants des États de l'Est, qui tout à coup se souviennent qu'ils ont été indiens et viennent revendiquer. À ce propos, savez-vous qu'en 1784, un traité avait été signé entre les Anglais et les Iroquois, que ces derniers cédaient leurs terres pour 200 ans seulement. 1984 est passé, les États de l'Est, avec leurs buildings, leurs villes, leurs riches et leurs pauvres, vont-ils être redonnés aux survivants? Ne riez pas, car pratiquement tout ce que les Blancs avaient promis et jamais tenu a été rediscuté. Beaucoup d'argent a été redistribué, mais bien sûr, pas les terres prises avec leurs nouveaux habitants. Et puis le traité avait été signé avec les Anglais qui ont perdu la guerre. Sixièmement, les grandes nations qui sont à la recherche de leur âme et qui végètent, notamment les Sioux. Ce sont eux que l'on voit quelquefois à la TV, revendiquant, pleins de haine et de désespoir, n'ayant pas réussi à retrouver une nouvelle vie. Bien sûr, leurs terres sont quelquefois incultes, souvent même. Le chômage sévit dans un pourcentage élevé. Mais ils ont du charbon pour certains, en grande quantité, et d'autres ont relevé la tête. Enfin, les tribus et nations qui renaissent, les Cherokees, les Osages, les Crows, les Pueblos, les Apaches, les Navajos. Certaines bénéficient de grandes richesses dans leur sous-sol qui leur appartient. D'autres ont d'immenses territoires
pour un nombre d'habitants assez faible, tel que les Shoshones. De tous côtés, on veut garder ses traditions. Ce n'est pas facile, surtout pour les jeunes qui vivent et travaillent chez les Blancs. On veut que les jeunes suivent un maximum d'écoles, le plus élevé possible, pour avoir des chances égales aux jeunes Américains, mais en ayant en plus les traditions, l'âme indienne. Car il y a des Indiens qui ont réussi dans la société blanche. On lutte contre l'alcoolisme, problème surtout en dehors des réserves, là où l'alcool n'est pas interdit. Et ce sont surtout ceux qui ont perdu leur tradition qui s'y adonnent. Mais on sent une farouche volonté de prendre en main le destin de sa tribu dans le monde moderne, en gardant ses traditions, sa langue, ce qui est difficile, très difficile, ou en recherchant ses traditions. Et heureusement, il y a la locomotive, la nation Navajo, espoir et exemple des Indiens américains, détestés des mouvements extrêmes et violents qui font parler d'eux dans les médias. Elle sert d'exemple aux plus petites tribus. Et les Indiens s'organisent, ils se rencontrent, ils luttent, ils connaissent un chômage élevé, mais ils relèvent la tête. Et même si beaucoup d'Américains blancs les ont méprisés ou les ignorent, même s'ils ne sont que 0,5% de la population, ils refusent toujours de se fondre dans le melting pot américain, veulent absolument rester différents, ne pas être une minorité parmi les autres minorités. Et ce serait un formidable retour des choses, et on le voit dans certains cas, si les premiers Américains redressent la tête après tout le mal qui leur a été fait, car eux au moins ont des racines, et c'était leur pays. Que doivent les Blancs aux Indiens? La pomme de terre, le maïs, le tabac, la pipe, la cacahuète, la courge, les tomates, des haricots. Une pharmacopée très complète à base de quinine, cocaïne, novocaïne, curare. Le mocassin si confortable qui a inspiré nos souliers, le kayak, le canoë, les raquettes, le toboggan, algonquin, ancêtre de nos traîneaux. La géographie des États-Unis, tributaire à 50% au moins du vocabulaire indien. Ohio, belle rivière. Alabama, ici nous reposons. Arizona, petit printemps. Oklahoma, l'homme rouge. Michigan, la grande eau. Kentucky, là, on peut cultiver la terre. Nebraska, un pays vraiment très plat. Kansas, Iowa, Utah, Delaware, Massachusetts, Dakota. Indiana, nommé ainsi parce que les colons blancs durent en chasser beaucoup d'Indiens. Il n'y en a plus aucun en Indiana. Des villes, Seattle, Chicago, Minneapolis, Pensacola, Wichita, Omaha, et rappelez-vous Omaha Beach, Topeka, Cheyenne et bien d'autres noms indiens. Dans le sport, le jeu de la crosse, qui inspira en partie le football, le rugby et le hockey sur gazon. La Constitution américaine ainsi que d'autres ont été influencées par les traditions démocratiques des sociétés indiennes, notamment par l'espèce de constitution non écrite de la Ligue iroquoise des 6 nations. Pour ceux qui n'ont que le profit en tête, examinez les relevés des transactions économiques ayant trait au tabac, au maïs, aux pommes de terre, aux tomates, aux cacahuètes et à plus de 40 autres plantes découvertes par les Indiens et adoptées par le monde entier. Et enfin, suivons l'écrivain Sioux Vine Deloria qui nous fait remarquer que les Indiens possèdent encore aujourd'hui un puissant antidote aux maux du monde moderne que sont la massification et la solitude qui en résultent. Le tribalisme. Nous avions jadis des clans, des villages, des provinces, des cultures locales, qui étaient des remparts contre l'uniformité, qui nous envahit. Les Indiens en ont pris la mesure et tiré les conclusions. Aujourd'hui, ils parlent. Peut-être devrions-nous écouter.